Alors, bienvenue à tous. Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler à la fois de ton livre et puis de ce qui te semble être essentiel aujourd'hui, peut-être. Euh, je, je vais y aller d'emblée, puis on fera plus connaissance au cours de la conversation. Donc, ce que je t'ai proposé, c'est de présenter pendant 20 minutes ton livre. Alors, ça peut être un peu plus, hein, on n'est pas à 5 minutes près. Ton livre, et puis aussi, donc, voilà, comment en fait un professeur de stratégie en arrive-t-il à écrire un livre sur la nécessité de, de transformer l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. Euh, donc, ce que je te propose, c'est de te laisser la parole. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, est-ce que tu préfères qu'on intervienne avec des questions au fur et à mesure ou à la fin plutôt de ton exposé? Mais là, Marc, moi j'ai prévu 20 minutes, donc j'ai prévu un exercice assez synthétique. Et je pense que ensuite, cet exposé synthétique est susceptible de nourrir des questions, donc je les prendrai dans un second temps. Parfait, très bien. Ben, écoute, Euh, ça sera court en termes d'introduction, donc je te laisse préciser un peu oui, oui, qui tu es. très Si ce bien. n'est que moi, je vais juste dire que voilà, je t'ai rencontré par le biais d'une grosse entreprise dans laquelle je suis intervenu, qui m'ont parlé de toi, en sachant que tu étais l'intervenant juste avant moi, Ouais. qui est l'Imagrin. Donc, c'est par ce biais que je t'ai rencontré. Et, euh, et puis, donc, j'ai appris que tu étais professeur de stratégie à l'Université de Clermont-Ferrand. Et puis, j'ai assisté à un cycle de conférences que tu as proposé et animé en partie, qui s'est Mm. déroulé pendant l'été sur les thématiques qui nous intéressent. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est je te bien laisse ça. compléter. Je te laisse D'accord, Marc. compléter. Est-ce que tu m'as donné la main sur, je ne vais pas le faire tout de suite, mais est-ce que tu m'as donné la main pour présenter un diaporama pour que je puisse partager mon écran? Non, Alors, je suis pas, c'est désactivé, cette option est désactivée. je vais le faire. Hop, nommer co-animateur. Voilà, ça devrait être bon là. Fais voir. Voilà, c'est bon. Oui, oui, ça marche. OK. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, effectivement, je suis professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à l'IAE Clermont-Auvergne, qui est en réalité, l'IAE, c'est la faculté de gestion de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, moi, j'enseigne, je fais mes enseignements auprès de ces étudiants-là. Donc, je leur fais des cours de stratégie, je leur fais des cours de gouvernance des entreprises. Et puis, j'ai toute une activité de recherche. Étant à l'université, on est des enseignants-chercheurs. Et sur mon activité de recherche, je m'intéresse aux enjeux de développement durable et de stratégie durable, de ce qu'on appelle la RSE ou le développement durable. Et je l'applique avec beaucoup d'intérêt et depuis plusieurs années au secteur agricole et au secteur, aux enjeux alimentaires. Donc, c'est à partir de ces préoccupations de stratégie de durabilité, de nécessité de penser les questions de responsabilité sociale de l'entreprise que je suis amené à m'intéresser en particulier au secteur agricole. Sachant qu'avant d'écrire l'ouvrage dont je vais vous présenter les grandes lignes juste après, avant de faire ça, je travaillais, et vous allez faire très vite la connexion, je travaillais sur la gouvernance des coopératives agricoles et leurs enjeux déjà de durabilité et de stratégie durable, dont l'Imagrin. Je travaille en proximité depuis pas mal d'années sur le fonctionnement de ces grosses structures du monde agricole qui sont en début de chaîne des systèmes alimentaires, les coopératives agricoles, et je regardais déjà les enjeux de RSE et de durabilité. Et donc, en écrivant le bouquin, je suis remonté d'un échelon, je dirais, et ce n'est pas l'enjeu des coopératives, ce n'est pas l'enjeu des industries, mais c'est bien l'enjeu des exploitations agricoles que je regarde, des structures agricoles, c'est-à-dire le maillon qui produit les denrées alimentaires qui ensuite rentrent dans l'industrie et puis ensuite finit dans nos rayons. Voilà. Donc, cet ouvrage ne doit rien au hasard. Je ne me suis pas réveillé en 2020 en disant « Ah bah tiens, il y a un enjeu dans le secteur agricole de durabilité qui est important et il faut ouvrir ce chantier ». Non, c'est plutôt
un point d'étape dans un parcours de recherche qui m'avait déjà amené depuis au moins 2012 à être très connecté au secteur agricole. Voilà. Après, bon, mes publications, vous pouvez regarder, j'ai publié sur ça, sur la RSE, sur le développement durable, mais l'essentiel de mes publications sont sur ces thématiques. Mais je vais vous parler ce soir essentiellement de l'ouvrage dont je vais vous présenter. Alors, pas tout. Je vais vous présenter les idées forces. Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que vous voyez apparaître sur votre écran? Et l'animation également? L'animation fonctionne, Marc, ou pas? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Alors, cet ouvrage, on va bientôt fêter son premier anniversaire. Donc, il s'appelle « Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène » et il a été publié aux éditions Le Bord de l'eau. Le Bord de l'eau a une collection qui s'appelle « En Anthropocène », une collection d'ailleurs qui s'étoffe pas mal durant ces dernières années. En tout cas, moi, j'ai participé à ma pierre à l'édifice en publiant ce livre aux éditions Le Bord de l'eau. Et écoutez, le livre n'a pas trop mal marché parce qu'il s'est vendu déjà, il se vend d'ailleurs, et il m'amène à faire plein de conférences. Et d'ailleurs, je ne peux pas répondre à toutes les demandes aujourd'hui parce que j'ai un métier de prof et qu'il faut d'abord que je m'occupe des étudiants. Avant de pouvoir faire des conférences, il faut quand même s'occuper des étudiants. Donc, depuis un an, j'ai fait pas mal de conférences autour du livre et il y a de nouvelles demandes qui arrivent, mais je ne pourrais pas toutes les honorer. Bref, voilà. Peut-être que vous le lirez. On avait convenu avec Marc que peut-être les stagiaires bénéficieraient je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais néanmoins, je vais vous présenter, vous donner envie de le lire. On le fera pour ceux qui viendront au voyage. Voilà, d'accord. Bon, très bien. Alors, l'ouvrage s'appelle « Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène ». Alors, peut-être que le mot qui vous intrigue le plus et qui est structurant dans tout mon raisonnement, c'est « Anthropocène ». Je ne sais pas votre degré de connaissance par rapport à cette notion c'est le point de bascule, en fait, dans la nécessité de refonder l'agriculture parce que l'Anthropocène, et c'est une nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes rentrés. Mais je vais revenir là-dessus parce que le concept me semble être central. Alors, qu'est-ce que je défends dans le livre? La notion d'Anthropocène, d'abord. Donc, on est rentré dans une nouvelle période dans la vie du système Terre. Donc, notre planète, elle a 4,5 milliards d'années. Ça a été établi et sur cette durée, sur cette très longue durée, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que la planète telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle était complètement différente il y a ne serait-ce que 800 000 années et puis 1, 2, 3, 4 milliards d'années. Donc ça, je ne vous apprends rien. La vie du système Terre n'a pas été un long fleuve tranquille. Sur chaque étape, chaque grande étape du système Terre, on appelle ça des périodes géologiques. Il y en a aujourd'hui, les géologues et les stratigraphistes, ils ont repéré environ un peu plus de 20 grandes périodes géologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une période géologique, on a des grands équilibres. On a des grands équilibres entre plusieurs composantes, que sont l'atmosphère, l'hydrosphère, la biodiversité et l'état des sols, si vous voulez, pour faire très, très court. Donc, sur une période, et tout ça fait un climat, fait un climat global et des réalités pédoclimatiques qui se traduisent au niveau des régions. Donc, une grande époque géologique, c'est un état de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère a certaines caractéristiques en termes de composition des gaz qu'ils contiennent, donc de l'oxygène, du CO2, du méthane, de l'azote. Il y a tout un tas de gaz au sein de l'atmosphère. Et puis, il y a des processus biochimiques dans l'atmosphère. Ce n'est pas juste de l'air comme ça. Il se passe plein de choses. Il y a plein de processus biochimiques dans l'atmosphère. L'hydrosphère, c'est également quelque chose de très vivant et de très dynamique. C'est effectivement un niveau des eaux, c'est un niveau de la calotte glaciaire,
mais c'est aussi toute une vie à l'intérieur de l'océan, et c'est aussi, et ce qui est une grande source d'inquiétude aujourd'hui, des courants marins qui ramènent plein de choses, de l'eau froide et de l'eau chaude en fonction des régions où ces courants marins circulent, et ça fait de la pluie, ça fait plein de choses. Voilà. Et puis, il y a la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble du règne du vivant. Donc, ça peut être les mammifères, ça peut être les plantes, ça peut être des bactéries, ça peut être tout un tas de micro-organismes. Ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est que sur chaque étape géologique, on a un équilibre du système Terre. Voilà. Eh bien, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un changement d'époque géologique. Ni plus, ni moins. Nous vivons quelque chose de totalement extraordinaire, c'est-à-dire que nous sommes en direct sur une période de temps très très courte, c'est-à-dire quelques centaines d'années, nous sommes en train de passer d'une époque géologique à une autre. Et ça vient d'où? Quel est le mouvement, quelle est l'origine de la mise en mouvement du système Terre? Eh bien, vous le savez peut-être, c'est le rejet massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous avons atteint aujourd'hui des niveaux de concentration de l'atmosphère qui n'ont jamais été observés sur un panel de temps d'1 million d'années, et voire plus. Il y a tellement de CO2 dans l'atmosphère, on a des niveaux de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui n'ont rien d'équivalent par rapport à tout ce qu'ont pu observer les géologues et les stratigraphistes. Et ce niveau de CO2 de concentration dans l'atmosphère, donc le CO2 est un gaz à effet de serre, transforme intégralement le système Terre. Donc ça transforme la composition de l'atmosphère et des cycles biochimiques qui sont dans l'atmosphère, ça transforme le fonctionnement de l'océan et des grands courants marins, et on va vers une acidification des océans, et ça transforme toute la biosphère. La biosphère est directement impactée par ce bouleversement du système Terre. Et alors, pourquoi l'Anthropocène? Puisque l'Anthropocène, c'est le nom de cette nouvelle époque géologique. Eh bien, on doit cela à un chimiste de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen, qui a été Nobel de chimie en 1995. Et Crutzen dit, eh bien, comme ce CO2 qui se concentre de manière considérable dans l'atmosphère vient des activités humaines, puisque c'est aujourd'hui les humains qui sont à l'origine de cette émission massive de gaz à effet de serre dans le CO2, je propose de nommer cette époque géologique l'époque de l'homme. Et en grec, vous savez que homme se dit anthropos, et Crutzen a fait la proposition de dire je vais appeler ça l'Anthropocène, l'âge géologique de l'homme. L'Anthropocène doit être traduit comme l'époque géologique de l'homme, de l'humanité. Pourquoi? Parce que Crutzen dit qu'aujourd'hui, ce sont les humains, les milliards d'humains, de par leur activité, qui sont la principale force tellurique. Vous savez, une force tellurique, c'est justement une entité ou des entités qui mettent en mouvement le système Terre, qui le transforment. Donc, on a eu par exemple historiquement les cyanobactéries qui se sont répandues à la surface de tout le système Terre, et ces cyanobactéries, elles ont rejeté massivement de l'oxygène dans l'atmosphère, et elles l'ont transformé. Et cette transformation de l'atmosphère a bouleversé la physionomie du système Terre. On a les volcans également qui sont puissamment des forces telluriques, c'est-à-dire les rejets massifs lors des éruptions des volcans. Ça aussi, ça a eu transformé énormément l'atmosphère et donc le système Terre. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que l'on prenne conscience, et qui nous semble être très important, c'est que nous sommes la principale force tellurique qui fait rentrer cette vieille planète Terre de 4,5 milliards d'années dans une nouvelle époque géologique. Et ce qui est, alors que la Terre rentre dans une nouvelle époque géologique, ok, mais ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que ça se fait sur un temps très très court. C'est sur quelques centaines d'années. Et une époque géologique, normalement, on passe sur des durées de temps beaucoup plus longues. Donc, on est en train, nous, on vit ça, et les prochaines générations vont vivre ça. Mais si vous voulez, sur 200 ou 300 années, si on fait remonter les premières transformations à la révolution industrielle, donc au début du 19e jusqu'en 2100, sur 300 années, ce qui est une période complètement
enfin, c'est une durée à l'échelle du système Terre, c'est une fraction de seconde en réalité. En une fraction de seconde, nous sommes en train de basculer dans une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène. Voilà, je vous donne le concept. Alors, pourquoi je préfère utiliser Anthropocène à dérèglement climatique ou changement climatique? Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, la notion de changement ou de dérèglement climatique, elle ne décrive pas l'ampleur de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre. Le changement climatique, ce n'est pas simplement une augmentation des températures. Ce que nous vivons est beaucoup plus large que cela, beaucoup plus important, beaucoup plus massif, beaucoup plus irréversible. Et donc, dans cette transformation du système Terre, il y a quelque chose qui nous percute directement, qui est frontalement perturbé, c'est le règne de la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des plantes et des animaux et des micro-organismes au sens large du terme. Eh bien, à chaque étape du système Terre, on a un type de biosphère, de biodiversité, pardon. On a un type de règne du vivant, on a un type de végétaux, on a des types de végétaux, des types d'animaux et des types de micro-organismes, dont nous, les humains, nous sommes les fruits de l'évolution de cette planète Terre. Parce que précisément, la période géologique dans laquelle nous sommes et nous sommes en train de sortir en réalité, elle est très adaptée à l'espèce humaine. Elle est très adaptée à l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que nous avons pu domestiquer des plantes et des animaux pour nous nourrir. Si vous voulez, ce qui a fait sortir l'humanité du néolithique et des chasseurs-cueilleurs, c'est précisément l'invention de l'agriculture. Et pourquoi il y a eu cette invention de l'agriculture? Parce qu'on avait un contexte climatique qui permettait de faire de l'agriculture. Il ne faut pas croire que l'agriculture, c'est une invention comme ça, spontanément, des humains. C'est le système Terre qui a permis dans certaines régions du globe, notamment en Mésopotamie et ailleurs, de mettre en place des systèmes agricoles, c'est-à-dire des systèmes de domestication des plantes et des animaux, parce que c'est ça l'agriculture, c'est la domestication des plantes et des animaux. Eh bien, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand le système Terre se transforme, c'est les animaux et les plantes que les humains ont appris à domestiquer depuis 10 000 ou 15 000 années, qui sont fragilisés. C'est-à-dire que ce que l'on fait en termes d'agriculture et d'activité agricole depuis 10 000 ans, eh bien, ne fonctionne que dans le cadre d'un climat qui est celui que l'on a connu. Dès l'instant où le climat se transforme, eh bien, les plantes et les animaux que nous avons domestiqués ne sont pas, ou moins, ou peu, ou plus du tout adaptés au nouveau contexte climatique qui émerge. Donc, il est évident aujourd'hui, et il s'est dit, ce n'est pas moi qui le dis, ça a déjà été dit auparavant, il est évident, et chacun doit bien comprendre, que cette transformation du système Terre, elle crée un enjeu de première nécessité qui est celui de l'alimentation. C'est-à-dire que, comme les équilibres climatiques qui s'installent évoluent d'une part et sont en réalité de moins en moins favorables aux plantes et aux animaux que les humains ont appris à domestiquer, on a devant nous un enjeu alimentaire qui est déterminant. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut nourrir un nombre croissant d'humains, mais on doit les nourrir dans des conditions de production qui se dégradent, et c'est vrai en 2021, et qui vont encore plus se dégrader. Donc, on sait aujourd'hui que les dérèglements du système Terre, le réchauffement climatique, si vous voulez, pour simplifier mon discours, le réchauffement climatique pose un défi alimentaire de première importance et qui est devant nous. C'est-à-dire que nos sociétés occidentales, elles sont pleinement habituées, pour nos sociétés occidentales, le défi alimentaire est majoritairement derrière nous. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que nos systèmes alimentaires fonctionnent, qu'ils sont performants, et que dans le sens où vous avez une majorité très large de la population, pas tout le monde bien évidemment, mais une majorité large de la population qui a accès à au moins un repas équilibré par jour. Vous voyez, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais et puis nous, dans la tendance, c'est 3 repas équilibrés par jour. Eh bien,
Et donc, on a l'habitude de l'abondance alimentaire, pour le dire différemment. On a l'habitude d'une facilité d'accès à l'alimentation. On a l'habitude d'un accès à l'alimentation à un coût modeste. Et donc, on a l'impression, l'humanité, les Occidentaux ont l'impression, ont le sentiment, ou en tout cas vivent dans un monde où la question alimentaire, elle est réglée ou en grande partie derrière nous. Et bien, en réalité, non. Cette question alimentaire, elle est devant nous du fait du réchauffement climatique. Et donc, par rapport à ça, vous comprenez bien, et là, c'est la thèse que je soutiens dans l'ouvrage, si on veut arriver à nourrir les humains demain, eh bien, il va nous falloir des pratiques agricoles qui soient en adaptation, ou en tout cas qui vont être mieux préparées par rapport au dérèglement du système Terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer l'activité agricole telle qu'on la pratique aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer dans cette trajectoire. Ce n'est pas possible parce que le modèle dominant agricole, il est trop polluant. Donc, c'est-à-dire qu'il participe beaucoup trop à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, nos systèmes agricoles et alimentaires sont à l'origine des dérèglements du système Terre du fait de l'émission des gaz à effet de serre, et notamment du CO2 et du méthane. Donc, ce n'est pas possible de continuer dans cette direction, d'amplifier les dégradations du système Terre qui sont déjà considérables. Il faut qu'on arrête d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, c'est les fameux accords de Paris. Il faut arriver à ne plus émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, l'agriculture, qui participe environ à 20% des gaz à effet de serre, elle doit avoir sa contribution là-dessus. Donc, il faut atténuer, mais il faut en même temps adapter. C'est-à-dire que c'est une chose d'atténuer, mais il nous faut penser une agriculture qui se prépare au dérèglement climatique, qui se prépare au choc climatique qu'elle va subir. Et donc, je ne sais pas, bon, vous avez tous vu passer l'année 2021, les calamités agricoles se sont enchaînées en 2021, en France, mais également à l'étranger. Ça a été très compliqué d'être agriculteur en 2021. C'est ça le nouveau régime. C'est ça que l'on va vivre d'année en année en année. Et le système va se dégrader. Donc, il faut faire bouger les pratiques agricoles, et il faut les faire bouger dans quelle direction? Eh bien, la direction de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire une agriculture qui cherche à avoir un impact positif sur le système Terre. De manière plus précise, l'agriculture régénératrice est une agriculture qui vise à avoir un impact positif sur l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. C'est une agriculture qui cherche à entretenir ces 4 biens communs que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Et la thèse que je défends dans l'ouvrage, c'est que c'est le seul moyen, c'est en étant vigilant sur ces 4 éléments que les agriculteurs vont apprendre et se mettre en mouvement vers une stratégie d'adaptation. En étant vigilants sur les sols, en rendant les sols vivants, ils vont mieux se préparer au changement climatique. Donc, bon, je vais m'arrêter là, je reviendrai sur des éléments de précision, si vous voulez, sur l'agriculture régénératrice, sur ce que j'entends. Mais c'est bien une agriculture qui cultive, qui cherche à avoir un impact positif sur le système Terre, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Et c'est ça qui va faire progresser, et c'est ça qui va permettre aux agriculteurs de s'adapter à la nouvelle donne climatique qui s'installe. Il y a une deuxième option, et à mon avis, il faut la regarder en face et bien comprendre d'où elle vient. Il y a une deuxième option par rapport aux défis alimentaires des temps qui viennent. Il y a une deuxième option. Cette deuxième option, c'est arrêter l'agriculture, supprimer l'agriculture. C'est considérer que l'agriculture, pour parler comme le grand intellectuel Jared Diamond, que vous connaissez sans doute, c'est considérer que l'agriculture est la pire histoire de l'humanité et qu'il faut y mettre un terme. Donc, Jared Diamond disait ça dans les années 80, 90, en nous disant tout le mal qu'il pense de l'agriculture et en nous invitant, dans certaines de ses publications, à arrêter l'agriculture. Mais bon, c'était une prise de position intellectuelle, une prise de position philosophique, ou en tout cas pour lancer un débat. Et dans les écrits de Jared Diamond, il y avait, à aucun moment il y avait de proposer des solutions alimentaires, parce que si on supprime l'agriculture, on supprime les solutions alimentaires pour nourrir les gens. Mais nous vivons aujourd'hui d'agriculture. Même quand on est très éloigné du secteur, chaque fois que
l'on mange, on consomme des agriculteurs, on consomme une activité agricole. Donc, Diamond disait dans les années 80, c'est problématique. Pour plein de raisons différentes, il faut en sortir. Et il n'avait pas les solutions. Sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis les prises de position de Jared Diamond. Et que voit-on apparaître? Eh bien, nous voyons apparaître un ensemble de biotechnologies alimentaires. On voit apparaître des solutions alimentaires qui visent à supprimer, purement et simplement, l'activité d'élevage. Alors, pas toute l'agriculture, mais toute l'activité d'élevage. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'alimentation cellulaire. Donc, l'alimentation cellulaire, c'est faire croître des cellules souches dans des réacteurs, dans des bioréacteurs pour faire des morceaux de ce qu'ils appellent de la viande, même si ça n'en est pas réellement. Donc, ça, c'est la photo que vous voyez apparaître. Donc, c'est cette fameuse viande cellulaire qui est aujourd'hui une réalité commerciale. C'est une réalité scientifique, c'est certain. C'est une réalité commerciale dans certains pays asiatiques. Et ça peut devenir demain une réalité industrielle et commerciale. C'est-à-dire, vous avez certains opérateurs qui veulent nous faire consommer des protéines animales à partir de biotechnologie, c'est-à-dire sans élevage. Plus question d'élever des bovins pour faire des steaks hachés. Non, ces steaks hachés vont provenir de bioréacteurs. Donc ça, c'est une des premières solutions. Vous avez la fermentation et la manipulation de bactéries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible, et c'est une réalité aux États-Unis, d'insérer le gène de codage de la production de lait d'une vache laitière, de l'insérer dans une bactérie, Escherichia coli par exemple, et de faire, d'activer Escherichia coli dans un processus de fermentation. Et que va produire Escherichia coli? Eh bien, du lait. Elle va produire du lait de vache sans vache, et on va faire des glaces. Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui s'appelle Perfect Days qui vend des glaces à base de lait, mais sans vache. Vous regarderez Perfect Days, regardez bien, ça vous paraît peut-être être de la science-fiction ou du délire, mais on en est déjà là aujourd'hui. Voilà. Donc, et puis, il y a d'autres propositions autour de l'extrusion de protéines qui visent à faire ce qu'on appelle des steaks végétaux. On a aujourd'hui des solutions qui permettent de faire des choses qui ressemblent à s'y méprendre à un steak haché, sur l'odeur, sur le goût, sur la texture. Demain, de toute façon, on n'arrivera pas à faire la différence, et qui en réalité sont des steaks végétaux. C'est-à-dire que les protéines qu'elles contiennent sont souvent issues de pois, ou en tout cas de production végétale. Donc, ils mélangent tout ça, ils font ce qu'on appelle de l'extrusion de protéines, et puis après, ils mélangent avec des colorants, avec des édulcorants, avec des texturisants, et ça vous donne des steaks végétaux qui ont le goût, la saveur, la texture de steaks normaux. Et là, vous avez des accords. Donc ça existe déjà, hein, les steaks végétaux sont déjà là. On est sur la première génération de steaks végétaux. Et vous avez des accords commerciaux industriels qui viennent d'être signés en début d'année 2021 entre McDonald's et Memphis Meat, qui est un opérateur californien, pour que demain, on ait des burgers qui vont être non pas des burgers à partir de viande animale, mais à partir de protéines végétales. Donc, il y a une volonté d'aller vite et très loin, d'élargir le plus possible et de supprimer l'activité d'élevage des animaux pour nourrir les humains. Voilà, donc je vous ai dressé un panorama assez large de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de nous arriver. Alors moi, dans l'ouvrage, je ne développe pas la thèse des biotechnologies alimentaires et de la sortie de l'agriculture, la thèse de Jared Diamond, par exemple. Moi, ce n'est pas mon objet. J'indique qu'il peut se passer ça, et j'invite le lecteur à prendre conscience qu'il peut arriver ça et qu'il va arriver ça de toute façon. Mais la voie que je soutiens, c'est la voie en bleu, c'est la voie de l'agriculture régénérative. Et sur toute la dernière partie de l'ouvrage, eh bien, je fais un ensemble de propositions institutionnelles, hein, pas agronomiques ni zootechniques, pour que nos sociétés occidentales notamment, mais pas que, et puis la France et l'Europe soutiennent qu'est-ce qu'il faut qu'on change dans nos institutions pour soutenir la trajectoire de l'agriculture régénératrice. Voilà. Et
Bon, ça, je peux vous en parler, mais ça vous intéresse peut-être un peu moins ce soir. Je fais des propositions d'évolution juridique, d'évolution organisationnelle, des évolutions statutaires pour soutenir la trajectoire de cette agriculture régénératrice qui me semble être la seule solution demain pour pouvoir continuer à nous alimenter à partir d'une production agricole de qualité ayant un impact neutre ou positif sur le système Terre. Voilà, vous avez le panorama de la thèse et des arguments déployés au sein de l'ouvrage et j'imagine que ça peut susciter un certain nombre de questions auxquelles je serais ravi de répondre. Merci beaucoup, Bertrand. C'était très clair, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai plein de questions qui me viennent. Et donc, ce que je propose à chacun aussi, c'est, lorsque vous avez une question, c'est juste en 2 mots de vous présenter pour que Bertrand vous situe en quelques mots, quoi. C'est-à-dire d'où vous venez et votre activité. Et puis, je vais peut-être commencer le bal simplement en imaginant donc, dans la voie que tu indiques, la voie bleue, en tout cas celle de la régénération. Est-ce qu'on peut imaginer à relativement court terme qu'on passe du label bio à label alimentation régénératrice quoi, sur les produits qu'on achète? Alors, ça, c'est une bonne question, Marc, parce qu'on a tendance, dans nos sociétés, là, dans le débat actuel, en tout cas français, moi je ne peux pas généraliser, je suis français, je observe ce qui se passe en France et je comprends à peu près que ce qui se passe en France. Le reste nécessiterait beaucoup plus de choses. Mais aujourd'hui, dans le débat français, on oppose agriculture conventionnelle et agriculture biologique. Et on dit, pour caricaturer, pour faire court, l'agriculture conventionnelle, il faut en sortir, et la solution est l'agriculture biologique. Moi, ça me semble, alors je n'ai rien ni pour, ni, enfin, je vois bien les impasses du modèle conventionnel, mais en même temps, simultanément, je n'ai rien contre le modèle biologique. Mais si vous voulez, l'agriculture biologique n'est pas du tout prête pour le nouveau régime climatique qui s'installe. Les gelées des vignes ne s'arrêtent pas entre une vigne conventionnelle et une vigne biologique. Les orages, les pluies diluviennes ne s'arrêtent pas sur les parcelles d'agriculture biologique. Les ravageurs, les nouvelles maladies ne s'arrêtent pas sur les parcelles d'agriculture biologique. Donc, si vous voulez, les 2 systèmes, pour moi, s'ils ne sont pas régénérateurs, ne conviennent pas. Le bio n'est pas adapté. Le bio, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'est pas sur une trajectoire d'adaptation. Et si vous voulez, aujourd'hui, la culture de céréales en agriculture biologique, elle participe à émettre beaucoup de gaz à effet de serre également. Donc, l'idée, si vous voulez, si tu veux, Marc, le label, il faut de l'agriculture bio régénératrice et de l'agriculture conventionnelle également régénératrice. Moi, je crois que ça efface complètement les frontières entre le bio et le conventionnel. C'est tous les agriculteurs, quel que soit leur mode de production, qui doivent viser à avoir un impact positif sur le système Terre et se préparer au nouveau régime climatique. Et les agriculteurs bio, en dépit de toutes les vertus qu'ils peuvent avoir, ne sont pas mieux préparés que les autres. Et ça semble aller dans ce sens-là, oui. Avec l'investissement récent de Nestlé de 1 milliard, je crois, oui, pour l'agriculture régénératrice. Oui. Voilà. Anne, tu as levé la main, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Je suis de la Maison de l'APM. Je m'occupe des experts. Et moi, j'avais une question par rapport, j'avais envie d'aller un tout petit peu plus loin sur les propositions institutionnelles mentionnées. S'il devait y en avoir 3, qui est l'impact le plus important pour la transformation de l'agriculture en une agriculture régénératrice, quelles seraient-elles, ces 3 grandes mutations institutionnelles? Ouais. Alors, la première, c'est changer la comptabilité. Alors, j'imagine qu'à l'APM, vous avez repéré tous les débats qu'il y a sur la comptabilité environnementale, qui structure, structure, c'est encore un peu fort comme verbe, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexions autour de la comptabilité environnementale dans les entreprises. Et la comptabilité environnementale est de la première importance dans le secteur agricole. Si on veut changer les pratiques, il faut changer la comptabilité. Il faut donner à voir l'ensemble des actions que font ou sont susceptibles de faire ou des charges
que sont susceptibles de faire les exploitations agricoles pour préserver l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Aujourd'hui, on ne voit que l'activité industrielle, l'activité purement économique d'exploitation des plantes et des animaux. Il faut que demain, la comptabilité agricole mette en évidence, chiffre, ou rende, en tout cas, se rapproche de l'ensemble des activités que sont susceptibles de réaliser les agriculteurs pour préserver le système terre. Donc, la première des mesures, c'est la compta environnementale agricole. Et donc, là, il y a des réflexions qui commencent à être bien structurées au niveau de la chaire AgroParisTech, dont le nom est comptabilité écologique. Donc, moi, j'ai des collègues universitaires qui sont en pointe sur ces sujets-là, sur la comptabilité agricole environnementale. Vous avez des expérimentations également qui sont en œuvre. Vous avez des débats dans la profession agricole pour soutenir la comptabilité agricole. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, moi, je pense qu'il nous faut un statut d'exploitation agricole à mission. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse que les agriculteurs et les structures agricoles, les entreprises agricoles, ce n'est pas des entreprises comme les autres. C'est des entreprises qui manipulent le vivant et que dans leur activité, elles doivent avoir pour mission de préserver les grands équilibres du système terre. Ça doit être au cœur de l'activité. Donc, le statut d'entreprise à mission que vous devez également, par ailleurs, très bien avoir croisé et bien connaître au niveau de l'APM, il pourrait être d'une importance substantielle dans le secteur agricole pour revendiquer en tout début de chaîne, si vous voulez, qu'on a une mission de produire des biens alimentaires, mais pas à n'importe quel coût environnemental. On a une mission de produire des biens alimentaires avec la mission de préserver les grands équilibres du système terre. Donc ça, ce changement juridique qui n'est pas très compliqué étant donné les évolutions de la loi Pacte aujourd'hui et les ressources juridiques de la loi Pacte, ça peut être un puissant argument pour des agriculteurs en début de chaîne en disant « mais attendez, ça fait 20 ans que vous me poussez à polluer, ça fait 20 ans que vous me poussez à ne pas me soucier du système terre, moi c'est fini, je veux devenir entreprise agricole à mission. » Vous aussi d'ailleurs, parce que les industriels sont très engagés là-dessus et les distributeurs, aidez-moi. Donc, je ne vous dis pas que ça va renforcer les rapports de domination, rapports contractuels où les agriculteurs pèsent peu, mais en tout cas, c'est un moyen pour eux, puissant, utile, de décaler les conversations et de parler de choses nouvelles, d'enjeux nouveaux. Donc ça, c'est ma deuxième proposition que je fais dans le bouquin, l'entreprise agricole à mission. Et la troisième proposition, puisque vous m'avez dit 3, la troisième proposition, c'est les outils de pilotage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne voient pas, un agriculteur ne sait pas dire si son sol est vivant ou est mort. Alors, il sait le dire quand son sol est mort parce que plus rien ne pousse, mais il ne sait pas dire s'il est plus ou moins vivant et s'il est sur une trajectoire de vitalisation de ses sols. Mais c'est parce qu'il n'a pas les bons instruments pour voir ça. Et on peut demain avoir, ils sont en train de réfléchir à cela, avoir des instruments qui permettent de mesurer la vitalité d'une parcelle, du sol d'une parcelle. Il faut demain que les agriculteurs, toujours dans cette idée d'outil de pilotage, ils puissent avoir une évaluation de leur empreinte carbone. Alors, ils sont en train de le faire. Hein. Ça, c'est ce qui est en train d'apparaître le plus aujourd'hui. C'est des outils, des bilans carbone qui sont en train d'apparaître au niveau des exploitations agricoles. Sur l'eau, il faut qu'ils fassent très attention à l'eau qu'ils utilisent, l'eau qu'ils stockent et l'état dans lequel ils rendent cette eau. Et puis, vous avez aussi sur les écosystèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne comprennent plus les écosystèmes. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Alors, là, c'est des outils de visualisation, pas forcément de pilotage, mais vous avez des corbeaux. Les corbeaux avant, les corbeaux ne mangeaient pas les graines que les agriculteurs plantaient dans les sols. Donc des graines de maïs ou des graines de blé. Et aujourd'hui, ils attaquent les corbeaux, ils vont chercher les graines. Pourquoi les corbeaux mangent des graines? Parce qu'il n'y a plus d'insectes. Et les corbeaux se nourrissent pas mal d'insectes. Donc quand il n'y a plus d'insectes, ils vont marcher les graines. Et pourquoi il n'y a plus d'insectes? Parce qu'il n'y a plus de haies, il n'y a plus de biodiversité. Donc si vous voulez, les agriculteurs doivent visualiser l'évolution de leur écosystème et de la biodiversité et la réduction en réalité de cette biodiversité autour de l'exploitation agricole qui leur pose des problèmes au niveau de leur activité agricole même. Et donc ça, c'est des outils de représentation, ce n'est pas des outils de pilotage directement,
mais c'est des outils de visualisation qui leur permettent de comprendre ce qu'est un écosystème, quel est l'écosystème aux alentours de l'exploitation agricole et comment cet écosystème évolue et comment ça impacte l'activité agricole. Parce que les agriculteurs qui voient les corbeaux arriver, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, oh ben là, il nous faut des nouvelles substances, des nouveaux répulsifs pour virer les corbeaux. Sauf qu'il faut qu'ils remontent d'un cran, quoi. Et c'est de dire pourquoi les corbeaux attaquent les semences alors qu'avant ils ne le faisaient pas. C'est parce que sur mon exploitation agricole, la biodiversité est en train de s'effondrer. Voilà. Donc ça, c'est la troisième proposition, c'est des outils de pilotage et de visualisation des enjeux. Donc ça, on fait 3: la compta agricole environnementale, l'entreprise agricole à mission et les outils de pilotage du système. Je ne sais pas comment, j'ai du mal à le résumer, mais les outils de pilotage des impacts sur le système Terre. Mais vous avez compris. Merci beaucoup, c'est hyper clair, Bertrand. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la balle au bon pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis animateur d'un club APM en Lot-et-Garonne et je travaille en soutien de Marc qui est un nouveau voisin. C'est un néo-rural qui arrive en Lot-et-Garonne et moi je suis un néo-rural mais qui est là depuis une trentaine d'années. Et je viens de recevoir le rapport RSE des vignerons de Buzet, une coopérative que tu connais probablement, Bertrand, pour être en avance sur tout ce que tu nous présentes là. Et il y a une page entière qui est consacrée au paiement pour services environnementaux, paiement aux viticulteurs. Et donc, eux, c'est devenu… on en parle dans les propositions pour faire évoluer cette agriculture, mais eux l'ont déjà mise en place. Et donc, ont une mesure sur la qualité de l'eau et des sols, ont une mesure sur la qualité de l'air, sur la biodiversité. Et à partir de ça, les viticulteurs ont un complément de rémunération. Donc, c'est plus sur la production du bien principal, le vin, mais c'est sur leur travail, sur la nature, sur l'environnement, sur leur avenir. C'est ça. Voilà. Là, on a des gens qui sont très en avance. Sur cela, mais qui du coup constituent une minorité des opérateurs agricoles. Mais ça, il faudrait le généraliser. C'est ça qui manque. Bien sûr. Moi, ma grande inquiétude, c'est le timing pour mettre… C'est une course contre la montre. Je pense qu'il y aura quelques frottements entre notre système actuel et le système que tu recommandes de mettre en place. Oui, ça c'est sûr, parce que quand on regarde la loi climat, par exemple, qui est aujourd'hui ce qu'il y a de plus dans notre société, ce qui est de plus abouti sur la réforme des enjeux environnementaux et liés au changement climatique, il n'y a rien sur l'agriculture et sur la stratégie d'adaptation, pas une ligne. Donc, il y a une volonté de réduire certaines pollutions de l'agriculture, c'est sûr, mais pas sur un changement de trajectoire, pas sur une stratégie d'adaptation. Donc, oui, on n'est pas prêt, on n'est pas du tout prêt et ça ne bouge pas assez vite, c'est sûr, Antoine. Moi, je rebondis là sur la rémunération complémentaire. Comment ils ont mis ça en place? Ça, c'est des dispositifs de la PAC. Alors, initialement, la PAC, jusqu'à la fin des années 90, la politique agricole commune, elle assurait des soutiens économiques pour la rémunération des dirigeants. Donc, vous aviez des primes, soit des primes à l'hectare, soit des primes à tête de bovin, comme ils disent. Et donc, vous aviez des aides publiques européennes. Et puis, à partir des années 2000, la critique environnementale a commencé à poindre, et voire plus qu'à poindre, elle était parfois virulente dans certains aspects. Et donc, là, il y a eu un deuxième pilier de la PAC, ils ont appelé le pilier vert, qui a consisté à soutenir les pratiques ou les initiatives qui visaient à atténuer l'impact des activités agricoles. Et ils ont soutenu aussi des activités en faveur, des initiatives en faveur de la ruralité. Donc, la PAC a commencé à faire rentrer les enjeux de durabilité à partir des années 2000. Et aujourd'hui, on parle de PSE, des paiements pour services environnementaux, qui est le dispositif qui structure ces types d'aides pour essayer d'avoir un impact le moins élevé possible, voire positif, sur le système Terre. Donc, ça vient de là. C'est la trajectoire de la PAC qui fait qu'aujourd'hui, on a des PSE,
les paiements pour services environnementaux dans le monde agricole, mais il faut que vous sachiez que ces PSE les volumes des PSE sont beaucoup moins importants que les aides directes économiques. Oui, dans le cas des vignerons de Buzet, c'est la coopérative qui fait l'effort principal. Hein. Donc, dans leur comptabilité, ils ont inclus ces coûts-là et donc ils rémunèrent les viticulteurs, mais ça pèse sur leur compte. C'est pas... Donc, c'est un exemple, ça a valeur d'exemple. C'est une petite coopérative. En fait, par rapport à ce que dit Antoine, ça a valeur d'exemple, surtout pour les outils de pilotage. Parce que c'est des outils, en réalité, ce n'est pas de la rémunération, c'est des compléments de rémunération ou des aides, mais qui sont sans doute pas suffisantes, ou en tout cas qui sont sur des niveaux qui sont bien moins élevés que les aides à l'hectare dans le conventionnel, par exemple. Donc, c'est sans doute pas suffisamment incitatif, mais c'est un début quand même. Hein, c'est un début. Oui. Juste pour compléter, moi j'ai assisté à un webinaire cette semaine de l'agence de l'eau avec Solagro qui justement faisait état de l'expérimentation qu'ils ont fait de la mise en place des PSE en Adour-Garonne. Et ils ont distribué 6 millions d'euros et ça faisait une rémunération moyenne de 8 000 euros par agriculteur. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais je dirais que ça va dans le bon sens. Et surtout, c'est juste un début et tout le monde avait l'air de trouver ça super prometteur. Solagro, c'est aujourd'hui l'opérateur le plus compétent en France et en Europe pour penser les stratégies d'adaptation en agriculture au changement climatique. Enfin, si vous en avez d'autres, je suis preneur, mais moi, c'est eux qui ont mis le doigt sur le sujet et qui ont lancé un ensemble d'expérimentations. Solagro fait des choses très importantes aujourd'hui dans le monde agricole. Et à mon avis, ils ne peuvent que grandir vu l'ampleur des impacts, vu l'ampleur des changements qui sont en cours. Je les ai repérés aussi, Solagro. Je suis en échange avec eux. C'est très important ce qu'ils font. Et quid de l'IDRI et de leur scénario Voilà, vous avez sans doute suivi le ministre Julien de Normandie a lancé un Varenne de l'eau, parce que lui aussi, il voit bien qu'il va y avoir un gros problème sur l'eau. Par contre, ça n'avance pas vite, et puis on est dans une période préélectorale, c'est plutôt un teaser, quoi, cette histoire de Varenne de l'eau, mais là, oui, il y a un enjeu d'usage et de conflit d'usage autour de l'eau sur lequel il faut qu'on prenne tous conscience de cet enjeu-là. Hein. Il ne s'agit pas… il va falloir apprendre à partager l'eau, à la stocker, à la partager. Moi, je suis militant de la création des petites retenues collinaires, justement, pour pouvoir stocker de l'eau, réintroduire de la biodiversité et avoir besoin de l'eau quand les agriculteurs sont sur des périodes de sécheresse. Mais vous savez bien que cette position, elle est très crispante et polarisante dans le débat public aujourd'hui. Hein. Mais il va falloir qu'on regarde frontalement la question de la disponibilité en eau dans les années qui viennent et trouver les solutions qui vont nous permettre que tous les citoyens traversent une année en ayant l'eau dont ils ont besoin. Mathieu, là, on n'y est pas. Hein. Donc, pour répondre à la question, on n'y est pas. On n'a pas la stratégie. On n'a pas la stratégie sur l'eau et elle est très, 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 très clivante d'un point de vue politique. Oui, même sociétal. On a eu l'année dernière en Lot-et-Garonne une guerre ouverte entre la Chambre d'agriculture et la préfecture avec intervention de la police, des gendarmes et intervention des ruraux et notamment des élus ruraux. Mais ça a dépassé le stade du vocal hein, et c'était le fusil qui était en bord du lac collinaire qui était mis en… C'était un lac de taille importante. La taille, elle était… En tout cas, suffisamment pour que un certain nombre d'écologistes montent en exergue le projet et essayent de le bloquer, en fait. Mais c'était… Lot-et-Garonne, c'est des petits lacs collinaires. C'est un pays qui est très… très vallonné, au moins dans sa partie nord. Et donc, c'est propice. Et depuis une trentaine d'années, il y a énormément de lacs collinaires qui ont été mis en place
pour arroser les arbres fruitiers C'est ça. dans cette région. Voilà. Et c'est un dossier très, très, très compliqué, hein. Ouais. L'eau. Mais pourtant, il y a des solutions qui existent où on peut faire des choses très bien en termes de protection de l'environnement autour des retenues collinaires. Hein, parce que quand vous faites bien votre retenue, vous pouvez remettre de la biodiversité, remettre des haies, refaire des petits marécages. C'est très bien ça fait revenir des insectes, des insectes font revenir des oiseaux. Enfin, parce que là, aujourd'hui, le débat, c'est ils prennent de l'eau pour les revenus de l'agro-industrie. Ouais, c'est comme ça que c'est vécu. Mais c'était peut-être vrai avant. Peut-être qu'on pouvait penser comme ça. L'enjeu de demain, c'est avoir de l'eau pour qu'on puisse manger. Oui. C'est plus pour enrichir l'agro-industrie, c'est pour maintenir des systèmes agricoles qui sont fragilisés par les dérèglements climatiques. Donc, voilà, il faut changer les termes de la discussion, enfin, à mon avis. Hein. Mathieu, tu avais une question, oui. Oui, exactement. Alors, moi, je suis animateur du club APM de Montauban. Donc, je suis le voisin d'Antoine et le voisin de Marc aussi, parce qu'il est à cheval entre les deux territoires. Et accessoirement, j'ai une activité aussi agricole. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite exploitation qui fait des truffes et des daims. Voilà. Donc, quand tu parles du sol vivant, etc. et autres, ça me parle bien parce qu'en fait, pour la trufficulture, la meilleure entreprise de travaux publics, ce sont les insectes, en fait. Hein, donc, c'est ça. Voilà. Par contre, moi, ce que je souligne, c'est le manque d'accompagnement. Donc, on va plutôt le formuler différemment, c'est quels sont les accompagnements possibles pour les exploitants agricoles, pour les sensibiliser à toutes ces thématiques-là, en fait. Moi, je suis un ovni, en fait, sur mon territoire, là-bas. Les types font du blé, font du tournesol, font de la culture classique, etc. et tout. Voilà. Mais oui, mais moi, en fait, je fais des cultures totalement différentes et ça les perturbe vachement. Ils ne comprennent pas le modèle économique du système, en fait. Ouais. Et bon, moi, j'en vis pas. Ok, soit, ça me fait plaisir. Mais quand je vois sur mes truffières le retour des orchidées, j'en ai en pagaille, dans mes parcadins, c'est pareil, tout ce qui est petits insectes, etc. et autres. Non, moi, ça me fait vachement plaisir tout ça. Mais eux, dans leur logique économique, on reste sur quand même de la logique primaire, basique, je ne sais pas comment le dire en fait. Ouais. Donc, quand j'entends le changement nécessaire pour changer de voie, la pente, elle est raide quand même. Donc, voilà. C'est à un moment donné, c'est quels sont les accompagnements qui peuvent être mis en place pour aider en fait à passer des paliers en fait, collectivement, parce que là, il faut les passer à grande échelle. Quoi. Alors, dans le bouquin, je fais une proposition qui s'appelle installer des chambres des communs agricoles et alimentaires. En gros, casser les chambres d'agriculture. Ouais. Parce qu'il y a trop d'inertie à ce niveau-là. Et les accompagnements, il y a ce qu'on appelle, ce que je décris dans l'ouvrage, une dépendance de sentier. C'est-à-dire qu'on a pris une trajectoire, on considère que c'est la trajectoire et là, le seul et unique trajectoire et qu'il faut continuer dans cette direction. Et donc, vous avez des acteurs qui n'ont pas intérêt ou qui n'ont pas compris en réalité. Moi, je suis plutôt pas sur l'intérêt, mais sur la compréhension intellectuelle qu'il fallait changer. Donc, il faut une impulsion dans le système et l'idée, c'est de penser le fonctionnement. Alors, quand je dis casser les chambres d'agriculture, j'exagère, mais il faut repenser la mission de ces chambres d'agriculture. Et ce sont des chambres agricoles et alimentaires à l'échelle des territoires. Mais vous avez raison, Mathieu. Moi, aujourd'hui, le seul opérateur dans le monde agricole que j'ai identifié en France, c'est Solagro. Et des Solagro, il devrait y en avoir des dizaines. Ou alors, Solagro devrait être une structure nationale avec plein d'agences et des centaines d'agriculteurs accompagnés toutes les années. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Oui, il y a un énorme problème d'accompagnement et j'ajouterais aussi de formation, c'est-à-dire que les BTS, les écoles d'ingé, alors là, il m'invite les écoles d'ingé maintenant. Je ne sais plus où donner de la tête, il faudrait que je fasse le tour des… Je ne peux pas, hein, mais ils ont compris aussi qu'il y avait un souci. Il y avait un souci dans les formations qu'ils dispensent. Mais surtout, après, quand tu vois, moi, je me rapproche de certains agriculteurs là, proches de moi et je demande comment ils fonctionnent, eux, en fait. Hein. Et il y en a certains qui sont très pointus sur oui, j'élève des animaux, donc j'élève des vaches, par exemple, qui me donnent beaucoup de travail, par contre, hein, ça c'est clair. Économiquement, ce n'est pas la super opération, mais par contre, j'en fais du fumier, j'enrichis mes sols avec, et le fumier apporté plutôt que de l'engrais, mais de suite, j'ai de la vie dans mon champ.
Et donc, j'ai une valeur ajoutée sur du moyen-long terme. Bien sûr. Alors que mettre de l'engrais, je peux en avoir des résultats pareils, extérieurs, tout. Mais je n'ai pas de vie sur le long terme. J'ai un support qui, entre guillemets, ne fait pousser qu'une plante. Tandis que si j'ai de l'engrais, du fumier et autres, voilà. Et en fait, il y a toute une logique, mais voilà, mais on en parle, on est 4 à être à peu près sur des questions comme ça, quoi, en fait, voilà. Non, mais ça, c'est toutes les vertus, de la polyculture élevage qu'on a cassé pour les spécialiser tous. Alors, et en réalité, la polyculture élevage, c'est un moyen, c'est une trajectoire intéressante pour faire de l'agriculture demain. Quand c'est bien fait, bien piloté, c'est très vertueux d'un point de vue environnemental, la polyculture élevage. C'est sûr. Totalement. Mais bon, voilà, on a préféré spécialiser, faire des grands bassins de lait, la Bretagne, faire des grands bassins de céréales, la Beauce, la Limagne, la Champagne, faire des grandes bases de maïs, plutôt du côté de chez vous. Voilà, et à chaque fois, on fait sauter la polyculture élevage, bien sûr. J'ai une autre question, Bertrand. Quelle est la probabilité que cette mutation se produise dans les 10 prochaines années? Non, mais elle est en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les Marc évoquait tout à l'heure Nestlé. Nestlé, il est sous pression de ses consommateurs. Nestlé, il est sous pression de ses actionnaires. Nestlé a compris que demain, s'il ne faisait pas attention, le coût de l'alimentation allait flamber et que c'est son activité même qui allait être remise en question. Voilà, le mouvement, il a enclenché. Alors, je ne dis pas que c'est Nestlé qui va tirer et sauver la situation, mais ceux qui, paradoxalement aujourd'hui, ça peut paraître vous surprendre, mais ceux qui ont le mieux compris et ceux qui bougent les lignes, c'est les industriels de l'agroalimentaire. Certains. Il y en a qui regardent par le passé, mais les Danone, les Nestlé, les Bell aussi, chez nous, fait des choses très intéressantes. L'opérateur Bell, le Babybel, là, sur les producteurs laitiers, fait des choses très intéressantes. Et la semaine dernière, j'étais contacté par des gens qui font de la pomme de terre dans le Nord. Et ils me disent, ah oui, vous parlez d'agriculture régénératrice, là, depuis quelque temps, on vous a repéré. C'est marrant parce que McCain, vous connaissez McCain, en fait, il aimerait bien qu'on fasse de l'agriculture régénératrice. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment ça peut marcher, tout ça? Donc tout ça, ça se produit sous la pression des consommateurs, en fait. C'est ça Non, mais il y a la pression des consommateurs, il y a la pression des actionnaires, et puis de toute façon, on a aussi des gens intelligents à la tête de ces boîtes. Ils voient bien que le climat change et que ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez, sur le prix du blé, on est à 250 € la tonne de blé. C'est le double de l'année dernière. Le colza, on est à un niveau dingue de 600 € la tonne, le triple de l'année dernière. Donc, ils voient la flambée des matières premières. Et pourquoi il y a flambée des matières premières? Parce que le changement climatique perturbe tout. Et quand eux, ils voient la flambée des matières premières, ils se disent « Waouh, mais comment on va faire, quoi ?» Quand vous voyez le prix du blé qui double et qui atteint les niveaux de la crise de la crise de la faim des années 2007-2008, parce qu'on en est là, en fait, des émeutes de la faim, on est à ces niveaux de prix, ils voient bien que les choses sont déréglées sur le climat et sur leur marché. Donc, eux, ils se disent, demain, comment on va alimenter nos usines et donc les clients en bout de chaîne, parce que l'activité agricole, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il faut qu'on ait un modèle agricole qui perdure. Ils ont compris ça. Alors, d'autres, non. Il y en a d'autres qui ne veulent pas voir et qui disent le business as usual. Et vous avez un certain nombre d'opérateurs qui ont compris ça. Et celui qui l'exprimait le mieux, c'est Emmanuel Faber, évidemment. Alors après, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées liées à sa personnalité, les caractéristiques spécifiques de Danone, tout ça. Mais ses discours publics, et notamment une conférence magnifique qu'il avait faite en 2017, où il expliquait que de toute façon, le modèle, c'était foutu. Ce qu'on avait fait, c'était plus possible de continuer dans cette direction et qu'il fallait aller vers un nouveau modèle. Voilà, il y a plein de dirigeants, enfin, je ne sais pas, mais il y a un certain nombre de dirigeants de l'agroalimentaire qui ont compris ça. Donc, ils tirent aujourd'hui, ils tirent, et le plus marquant sur 2021, c'est effectivement l'annonce de Nestlé d'un plan de transformation de plus d'1 milliard d'euros.
Mais il y a McCain, vous voyez, McCain, c'est des tonnes et des tonnes de pommes de terre. Et McCain, il ne veut plus s'approvisionner en pommes de terre n'importe comment. Et il se dit, demain, comment vont faire les producteurs pour y arriver? Donc, il faut bien qu'on les aide. Aujourd'hui, sur la betterave sucrière, c'est très compliqué de faire de la betterave sucrière en France et en Europe. Donc, il va bien y avoir, à un moment donné, les opérateurs vont se… Alors, eux, ils sont en retard, par contre, les opérateurs sur le secteur de la betterave. Ils ont intérêt de se bouger et d'aller assez vite vers une agriculture qui est susceptible d'encaisser les chocs climatiques. Sinon, le prix de la betterave, mais c'est inquiétant ce qui se passe aujourd'hui sur le prix du blé. Le prix du blé. Alors, je ne dis jamais ça aux agriculteurs parce que tu ne peux pas leur dire comme ça. C'est trop violent de leur dire comme ça, mais il est trop élevé, le prix du blé. C'est trop haut. C'est trop. Trop. C'est trop pour pouvoir continuer à faire des pâtes, du pain pour tout le monde. Alors, eux, ils disent, bien sûr, ils sont pris à la gorge sur la rentabilité de leur exploitation. Donc, c'est une vraie bouffée d'oxygène, le fait d'avoir, les Français, le fait d'avoir un prix du blé qui est élevé et qui se maintient. Donc ça leur donne une bouffée d'oxygène, mais en effet cascade, c'est compliqué. J'aurais une Voilà. autre question Donc, éventuellement. ça change. Il y a des signaux partout. Il y a des signaux consommateurs, il y a des signaux au niveau des actionnaires qui mettent la pression, il y a des signaux sur les marchés des matières premières, il y a des signaux au niveau des acheteurs qui voient bien que c'est de plus en plus compliqué de faire l'agriculture sur certains territoires. Certaines entreprises, les dirigeants ont bien compris qu'il fallait bouger. Arnaud a une question, je crois. Oui, Bertrand, une question. Bonjour, moi je suis dirigeant d'un centre d'appel, pas grand-chose à voir avec l'alimentaire et pourtant au-dessus j'ai une petite forêt de 7000 m² que je suis en train de transformer en forêt nourricière et en jardin d'entreprise. Je suis très très proche de ces problématiques-là. Je veux inscrire cette forêt comme une recherche, je n'ai pas besoin d'en vivre, donc j'ai la possibilité de faire du maraîchage autrement. Mais l'idée, c'est de voir si est-ce qu'on peut transformer une forêt en un espace vivrier. Voilà. Et je regarde beaucoup de choses, notamment de Claude et Lydia Bourguignon. Bon, pas que, il y a Vers de Terre Production, il y a tout un tas d'acteurs. Et ce que nous explique Claude et Lydia Bourguignon, c'est que jusqu'au 19e siècle, on avait la collecte des litières de toilettes, puisqu'on n'avait pas de tout à l'égout, qui étaient collectées et qui étaient compostées, remises en fait sur les sols, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et si on regarde les travaux de Joseph Orzag, je vous ai mis Autarcie dans la conversation, lui explique l'aberration totale d'avoir des urines dans l'eau courante et le massacre environnemental que provoque le tout à l'égout. Parce que l'urine et l'eau sont deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Et au final, c'est ce qui pose le plus de problèmes dans le nettoyage des eaux de tout à l'égout, avec toutes les hormones qu'il y a dedans. Et donc, il propose de revenir aux toilettes à litière parce que l'urine, quand elle est mélangée aux matières fécales, minéralise beaucoup moins et beaucoup moins vite. Et il explique tout ça. Enfin, il a passé 30 ans de sa vie à faire toute cette science-là. Et je pense que c'est difficile d'entendre qu'il faudrait quitter le tout à l'égout, surtout quand l'État français a investi des milliards sur le tout à l'égout. Et ma question est très simple, Bertrand, c'est est-ce que tu connais des initiatives locales, donc au niveau du village, par exemple, où en fait, il y a une volonté, si ce n'est de se retirer du tout à l'égout, c'est de revenir à la collecte des litières pour composter et remettre ça sur les champs. Non, je n'ai pas connaissance de ça, mais effectivement, il y a un enjeu un peu tabou et qui n'est pas facile à aborder. Mais nous avons effectivement un énorme problème avec nos propres déjections et le système qu'on a mis en place participe à fragiliser les sols et à les dévitaliser. Alors, j'ai connaissance j'avais vu passer une start-up qui voulait collecter les urines dans les entreprises pour après en faire, pour après les retraiter et effectivement faire un retour au sol. Mais par rapport à ce que tu décris, Arnaud, sur un contexte local, réouvrir ce dossier, je n'ai aucune trace d'initiative et je serais curieux de voir aussi est-ce qu'il y a des municipalités qui vont dans cette direction.
moi, ce n'est pas à l'échelle d'une municipalité, mais d'un projet de genre éco-village, écosystème qui s'appelle Terra dans le Lot-et-Garonne, où en fait, ils font ce cycle-là. Hein. Ils récupèrent toutes les urines et les excréments pour en faire un gros compost qui réétale derrière Ah, sur le champ. Terra, Donc, c'est pas. et Ils n'ont c'est pas un créé cycle de. l'abeille par hasard? Alors, l'abeille, ce n'est pas Terra qui l'a créé, mais Terra l'a D'accord, repris. Donc, la monnaie locale de d'accord, Villeneuve-sur-Lot. ok. Hein. Ouais. Et ils sont sur un projet très intéressant, multidimensionnel, dans lequel cet aspect-là est traité, même si c'est à une échelle microscopique. Hein, mais bon, voilà, donc ça pourra qu'essaimer peut-être après. Quoi. Alors, nous, en Corse, on a fait ça. Alors, c'est pas exactement ça. En fait, c'est des circuits d'assainissement autonomes. Et je sais qu'ils l'ont mis en place sur des villages ou des petites villes où, en fait, tu réinjectes tout, tu passes dans des différents bacs et à la fin, ça va tout directement enrichir les sols. Et moi, je l'ai vu à l'échelle de ma maison. C'est assez spectaculaire quand même l'impact que ça a. Si ça t'intéresse, tu retrouveras les articles. Ah ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. Après, alors il y a comment il s'appelle le disciple de Joseph Orzag, là, son surnom c'est Pierre Lécolo. Lui, il a un dossier énorme sur le sujet. Il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on le mette en procès pour faire jurisprudence. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être sans le tout à l'égout chez soi, en fait. Allez savoir pourquoi, il l'explique très clairement. On peut très bien, en fait, ça passe toujours par les enfants. C'est quand même incroyable la manière dont l'État fonctionne. C'est-à-dire que pour pouvoir être en autonomie sur l'école, vous avez tout un tas d'obligations. Si vous voulez faire l'école à vos enfants chez vous, vous allez devoir, par voie de conséquence, avoir le tout à l'égout chez vous. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans des projets autonomes avec finalement des toilettes à litière et donc des bennes de compostage adaptées, ben, en fait, c'est très compliqué quand vous avez des enfants parce que l'État intervient là-dessus. Mais ça, il faut aller regarder les travaux de Pierre Lécolo là-dessus. Il explique très clairement, point de loi par point de loi. Et donc, en fait, c'est vrai que les initiatives locales m'intéressent parce que moi, je voudrais pouvoir essayer petit à petit d'influencer dans mon village cette prise de position, quoi. Parce que je pense que demain, on aura vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on fait face à un état de force qui ne va pas du tout vers ça. Mais je pense que sous la pression de gros alimentaires comme Nestlé, ça peut vite changer. Oui, ça peut changer. Ça rejoint directement la remarque de Mathieu sur la polyculture élevage, hein, c'est-à-dire qu'on ramène des matières fécales sur les sols et ça les revitalise et on n'a plus besoin, moins besoin de mettre des engrais, de la chimie et tout ça. Hein. Sauf que là, on parle des humains. Mais oui, cette notion, elle a été, ça s'appelle une fracture métabolique. Ça s'appelle la fracture métabolique, c'est une dissociation des lieux de production de l'alimentation. C'est-à-dire quoi? Il y a des sols sur lesquels on produit la nourriture et les sols sur lesquels sont épandus les boues des humains ne sont plus les mêmes. Et ça crée une énorme problématique parce que ça appauvrit les sols, en fait. C'est aussi théorisé. Et l'application, la solution, c'est de faire ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'à un niveau local, on réenrichit les sols à partir des matières humaines et on ne les fait pas partir n'importe où. Donc, c'est l'économie circulaire à partir des déjections. Exactement, c'est ça. Oui. Ouais. Dit autrement, c'est ça. C'est une économie circulaire des déchets humains. Exactement. Oui, c'est vraiment un cycle à recréer et qui permettra d'agir sur l'autre combat de demain dont vous parliez avant, qui est l'eau. C'est-à-dire que commencer par arrêter de polluer l'eau, c'est peut-être déjà de ne pas utiliser 40 litres d'eau par personne par jour juste pour les toilettes, quoi. Alors moi, je comprends que c'est difficile à entendre. Il y avait Olivier et Hélène. Olivier? Honneur aux filles, quand même. Comme tu n'avais pas encore parlé. Je ne sais pas. Oui, bon, donc Olivier, moi je suis d'Angers. Je suis plutôt dans le domaine industriel depuis une trentaine d'années en tant que bureau d'études dans l'efficacité énergétique et tout ce qui touche au cycle de l'eau sur site industriel.
Bon, je suis évidemment assez concerné aussi par tout l'environnement agricole. Et ce que je voulais dire, c'est que le leitmotiv fort en industrie, pour ce qui est de la performance industrielle, c'est la mesure. On ne maîtrise bien que ce que l'on mesure bien. Ça. Et je suis tout à fait aligné avec ce que disait Bertrand concernant le fait que, y compris pour aider les agriculteurs à mieux faire, mais comme chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, c'est pas simple de savoir quelles actions ont quels effets. Et la grande difficulté, alors quand on est en monoculture, je dirais que la chose est assez claire, bon, c'est plus facile. Il y a quand même une grande partie des agriculteurs qui ont des polyactivités. Et comment savoir laquelle a quel type d'impact en fonction d'un contexte, y compris des sols, etc. C'est très, très complexe. Et il y a une initiative d'une boîte bretonne que je connais très bien, le patron c'est un copain, et qui a développé un partenariat avec l'INRA pour récupérer toute leur base de données, associant en fonction des types de production agricole et des types de sols, les conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc., de façon à développer un outil, une plateforme qui s'appelle FarmTerix, un petit peu comme le village gaulois, et dont l'objet est en fait aussi d'avoir un juste retour des choses pour les agriculteurs. Je m'explique. Aujourd'hui, les agriculteurs, on leur demande de remplir tout un tas de paperasses à destination de leurs donneurs d'ordre pour dire qu'est-ce qu'ils ont utilisé, pourquoi, comment, enfin, pour comptabiliser finalement indirectement leurs pratiques et mesurer leurs impacts. Et c'est beaucoup de boulot pour eux, sans aucun retour, absolument aucun retour. Et donc, l'idée, ça a été pour lui de développer cette plateforme-là, notamment à destination des coopératives, puisque c'est des boîtes industrielles qui ont pour particularité d'avoir des associés qui sont tous les agriculteurs qui la composent. Et avec l'idée qui est qu'on va leur demander de continuer à remplir tout ça, mais sur un seul support, parce qu'aujourd'hui, quand ils font du blé, c'est sur un type de support. Quand ils font du bovin, c'est encore un autre, avec d'autres méthodes, etc., etc. Donc, c'est un outil unique qui va établir de façon constante et dynamique la trajectoire gaz à effet de serre de leur activité, leur permettre de mesurer aussi s'ils pratiquent différemment, quel va être le bénéfice ou pas, quelque part. Et le modèle, c'est que leurs donneurs d'ordre classiques vont devoir acheter, on va dire, ces données-là, parce qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre acquièrent les données gratuitement. Donc, ils vont devoir payer, et une partie de ce qui va être payé par les donneurs d'ordre, parce que ça sera mis en forme automatiquement de façon à ce qu'ils puissent l'utiliser dans une comptabilité environnementale directement utilisable, eh bien, une partie revient aux agriculteurs par rapport au simple fait qu'ils fassent le job de remplir ce type de document-là. Moi, je crois, et je le vois parce que des coopératives comme Agrial, qui sont très présentes en Bretagne et en Normandie, adoptent ça parce que ça crée une dynamique positive qui aide à la fois l'agriculteur dans sa démarche, à sa prise de conscience, etc., qui aussi est très en avance par rapport à cette notion de la donnée du numérique, qui est quand même une réalité pour tous, et notamment en agriculture, et dont on voit bien, et ça je l'ai partagé avec ce copain, qu'aujourd'hui, beaucoup de grandes boîtes d'expertise comptable sont extrêmement intéressées par ça, parce qu'elles savent que tôt ou tard, elles vont devoir produire, et même plutôt tôt que tard, une véritable comptabilité analytique environnementale, en tout cas à minima sur les sujets de gaz à effet de serre. Et ça, il faut savoir disposer de cette donnée-là pour ensuite la traiter. Oui. Ça bouge beaucoup, mais on comprend assez bien la nécessité d'avoir de nouveaux outils de pilotage et de nouvelles données. Et comme vous le soulignez, Olivier, c'est pas simple, quoi. Il ne suffit pas d'imaginer des nouvelles applications sur un smartphone. C'est-à-dire, avant d'en arriver là, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr. Alors, il est déjà, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je ne voudrais pas nous frustrer, mais c'est super intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a peut-être une dernière question. Je crois qu'Hélène, tu avais… Ouais. Ouais, moi, aujourd'hui, j'ai vu passer des trucs sur les bio-intrants et je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça a plein d'effets collatéraux pas problématiques ou je ne sais pas, voilà. Donc, et c'était quoi les bio-intrants? C'est-à-dire introduire des ARN dans les plantes? Des nouveaux, de ce que je comprends, des nouveaux phytosanitaires, mais sans tous les problèmes des phytosanitaires.
Non, il faut regarder ça en détail parce que là, le diable est dans les détails dans ces histoires de produits phyto. C'est-à-dire qu'on nous dit ça va faire ça, et bien en fait, derrière, il faut toujours regarder ça de manière prudente. Ouais. D'accord. Mais les industriels aussi, les boîtes comme Monsanto, enfin Bayer Monsanto, ils sont au pied du mur hein, sur ces questions-là. Donc, ils essaient de trouver des solutions, mais ce n'est pas simple. Bertrand, ce que je te propose, c'est peut-être si tu as une forme de conclusion, je sais pas, de choses qui t'ont… Non, la conclusion, c'est tout ça est en marche, le coup est parti, on a cassé le jouet. Le jouet, c'est la planète Terre, il est cassé. Donc, si vous voulez, il n'y a plus… On parle parfois, je vais faire 2 éléments de conclusion. On parle de l'urgence climatique. En réalité, il n'y a plus d'urgence, hein, parce que c'était dans les années 90 qu'il y avait l'urgence. Dans les années 80, il y avait l'urgence. L'urgence était de stabiliser le gaz à effet de serre. Donc maintenant, bon, si vous voulez, c'est parti. Donc l'urgence, elle est dans l'adaptation. Et cette adaptation, elle est sur la longue durée. Il ne faut pas penser en disant, faut pas penser en disant si on fait ça, alors il n'y aura plus de problèmes. Non, les problèmes vont être devant nous et nous allons devoir les affronter. Donc c'est l'adaptation qu'il faut penser plus que l'urgence climatique. C'est l'urgence de l'adaptation au changement climatique, mais on n'arrêtera pas les dérèglements du système Terre. En tout cas, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas stabiliser les éléments de CO2, c'est évident, vous comprenez ce que je veux dire, mais ça, c'est déjà fait. Enfin, je veux dire, les niveaux de CO2 auxquels on a atteint vont entraîner des transformations irréversibles. Et donc, il faut penser les stratégies d'adaptation. Et c'était souligné par Mathieu, aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas là. La prise de conscience politique n'est pas là. Et ça fait beaucoup de trous dans la raquette, je trouve. Et il y a une nécessité. Alors, il n'y a pas de fatalité, hein, parce qu'on va pouvoir continuer à faire de l'agriculture et on va y arriver. Hein. Moi, je ne suis pas dans un pessimisme collapsologique, mais il faut qu'on se mette au boulot et qu'on prenne la mesure de la fragilité du secteur agricole et qu'on le mette sur une trajectoire d'adaptation. Et ça nécessite de l'accompagnement. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, quand tu dis tout ça est en marche, ce n'est pas l'adaptation qui est en marche, c'est l'écosystème en fait Terre qui est déjà déréglé. Oui. Et maintenant, il faut qu'on adapte notre agriculture. Ce n'est pas les changements de l'agriculture qui sont en marche. Non, dans ce qui est en marche, c'est le jouet qui est cassé. Donc, le fait de concentrer, d'avoir les niveaux de CO2 dans l'atmosphère très élevés, si tu veux, ça va entraîner… les transformations vont suivre. Quoi. Même si on arrêtait aujourd'hui, si tu veux, si on stabilisait aujourd'hui, du jour au lendemain, les émissions de CO2, ça n'arrêterait pas les transformations parce qu'il y a une inertie terrible sur le système qui fait que de toute façon, ça va se transformer. On n'arrêtera pas les dérèglements climatiques. Il faut les freiner, il faut arriver à un palier, mais voilà, c'est parti. C'est parti. Et on rentre dans une nouvelle époque géologique, on rentre dans l'anthropocène et on n'arrêtera pas ça. On rentre dans quelque chose, dans un état de fonctionnement du système Terre qui est fondamentalement nouveau. Et à partir de là, il faut adapter, il faut essayer, il faut prendre la trajectoire, il faut prendre conscience de la nécessité d'adapter l'agriculture à ce nouveau régime climatique qui va s'installer. Donc, que l'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, parce qu'il va s'installer, il s'installe aujourd'hui, il se transforme, et donc il faut qu'on transforme en parallèle les pratiques agricoles pour les adapter. Donc, il y a une logique d'atténuation et d'adaptation. Si tu veux, il faut atténuer aujourd'hui. Il faut tout faire. Ces légumes, on y arrive plutôt bien. Regardez derrière moi tout ce champ de potimarron. Il y a une vidéo qui est partie. Il faut atténuer nos impacts pour essayer de limiter au maximum la concentration de CO2 dans l'atmosphère, parce que plus la concentration de CO2 est élevée, plus le niveau de transformation du système Terre va être important. Donc, il faut atténuer les impacts et puis adapter nos pratiques, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, les pratiques agricoles, à ce nouveau régime climatique qui s'installe. Donc, c'est marcher sur ces deux jambes, la jambe de l'atténuation et la jambe de l'adaptation. Merci beaucoup, Bertrand. Je crois qu'on va conclure là. On va conclure là, à moins que quelqu'un veuille rajouter un dernier mot. Mais ce que je vous propose aussi, c'est d'envisager ensemble la suite
de notre groupe, notamment le mois prochain, il y a quelqu'un d'autre que Bertrand qui va intervenir. Donc, je profite quand même pour remercier à nouveau Bertrand, parce qu'il y a tu as proposé un mot, donc merci. Oui. Merci Bertrand, surtout que tu l'as fait gracieusement. Donc, oui. Nous te remercions pour ton temps et tes propos très clairs et très intéressants. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour d'autres aussi. Merci. Merci à tous aussi, parce que chacun a apporté quelque chose aussi de très pertinent, je trouve, dans les échanges. Ça a été très riche. Je pense que la vidéo sera visionnée par les absents. Ok. Moi, je vous remercie. Je dois vous laisser. Et je vous remercie pour ce temps d'échange. Si vous voulez aller plus loin, achetez le livre. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être, alors comme en fait, je crois que Mathieu, tu n'étais pas là, et Arnaud non plus, aux précédentes réunions, je propose de vous présenter rapidement, bien que vous l'ayez déjà un peu fait, ou en 2 mots, peut-être chacun peut dire voilà, ce qui l'anime et là où il est, son activité. Je pense à toi, Mathieu, et puis peut-être à Arnaud aussi. Oui, j'y vais. Donc, non, après, voilà, donc, quand je vous ai décrit tout à l'heure, casquette animateur APM sur la tête, j'ai mon activité à côté, j'accompagne des entreprises dans leur recherche, notamment de terrain et de bâtiments. Et après, comme je dis, j'ai l'activité du week-end qui est mon activité agricole. Et donc, en fait, oui, je suis sensible quand je vois ce que je fais, moi, sur mon exploitation à moi et ce qui se passe à côté chez mes voisins. Alors oui, eux, c'est leur boulot de tous les jours, ils en vivent, ils essayent d'en vivre, on va dire. Et la difficulté qu'ils ont, tout simplement, pour en vivre, vu le travail qu'ils font, et ils sont dans une course perpétuelle, en fait, je veux produire plus, mais des fois, je leur dis, mais vous faites des produits de qualité, essayez de mieux les vendre, en fait. Voilà, et donc, à un moment donné, il faut sortir certains circuits, il faut qu'ils se posent des questions, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui les prend, qui leur fait lever les yeux, lever la tête pour regarder plus loin. Et donc voilà, donc moi, ce qui m'a incité à suivre vos échanges, en fait, à intégrer le groupe, c'est ce regard-là où j'ai les pieds un petit peu dans la terre et dans la boue de tous les jours. Et justement, c'est waouh, quels sont les éclairages qu'il peut y avoir et qui peuvent être apportés concrètement au terrain, quoi. C'est surtout ça. Et en même temps, partager ce retour-là que je vis au quotidien. Et je pense que c'est assez proche, ton profil, de celui d'Arnaud. Arnaud, on ne t'entend pas. Arnaud, ouais. Arnaud qui travaille dans les call centers, il faut mettre ton micro. Vous m'entendez? C'est bon, oui. Ouais, c'est bon. Pardon, c'est vrai. Et oui, moi, à la base, j'ai fait un lycée agricole. Et puis, j'avais un peu trop de tempérament pour rester dans ce lycée, dans l'internat, qui était très catholique. Donc, j'ai été invité à rejoindre l'école publique. Et de là, je suis parti en bac scientifique, en biologie. Puis après la biologie, comme c'était une époque où il fallait trouver des métiers porteurs, donc la biologie n'est pas très porteur, la biodiversité non plus. Je suis parti en cartographie, puis en intelligence artificielle, donc, jusqu'au doctorat. J'ai divers profils. Puis là, j'ai réintégré l'entreprise familiale qui a été créée en 1994. Donc, cette année, avec mon frère, on va prendre la suite. Donc, l'idée, c'est de développer ce call center en France. Et à côté de ça, on se pose beaucoup la question, en fait, c'est-à-dire, faire une entreprise, c'est bien, gagner de l'argent, c'est bien, mais pourquoi faire, en fait? Si c'est pour avoir une Ferrari dans le garage, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, de par ma sensibilité pour l'écologie, pour l'agriculture que j'ai étudiée, je me suis dit, mais si on essayait d'avoir une partie du résultat de l'entreprise chaque année qui était réinvestie justement dans des recherches très concrètes, en ayant les mains dans la terre, pour faire
écho à différents projets et peut-être montrer ou pas qu'il y a une autre voie, une autre façon pour inspirer, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir la semaine le boulot comme Mathieu et le week-end ou le soir au printemps, en été, le travail dans la forêt. Donc aujourd'hui, j'en suis à créer le sentier parce que je suis sur une pente à 30%. Donc, il faut créer le sentier en dévers, ça demande du terrassement. Tant qu'à faire, je préfère le faire maintenant à 120 € le baril que dans 10 ans à 600 € le baril, quoi. Mais après, vous prenez un chemin qui fait 500 mètres de long, une bande de 1 mètre de large de chaque côté. Ça fait 1000 mètres carrés de potager en forêt. Et puis, si à côté de ça, on peut vraiment garder des zones très d'orties, de ronces, de tas de branches vraiment très sauvages, biodiversité, c'est-à-dire inaccessible à l'homme, mais très accessible aux oiseaux. Est-ce que tout ça peut fonctionner? En fait, moi, c'est ma grande question aujourd'hui. Est-ce que tout ça peut fonctionner? Et si j'arrive à le faire, je me dis peut-être que je vais pouvoir inspirer la mairie, parce qu'ici, on a 3000 habitants, et donc commencer à avoir des espaces verts nourriciers dans le village, dans la ville. Et il se trouve après qu'on a un des plus gros employeurs dans la ville ici, c'est l'ADAPI, donc c'est avec les handicapés, et ils ont un gros espace de service d'espace vert en fait. Donc, en prenant les acteurs locaux, est-ce qu'on peut arriver tous ensemble à créer un cercle vertueux, quoi. Voilà. C'est un peu moi. Donc l'entreprise, moi, c'est ça. C'est-à-dire le pourquoi de l'entreprise, ça serait de l'inscrire notamment dans un projet très local ancré sur ce petit village de 3 000 à 4 000 habitants et d'arriver à dire, voilà, on arrive demain, on a un problème. Ensemble, au niveau du village, on est résilient. Arnaud, quel est ton nom de famille? Parce qu'on voit que GR. Hein. GR, oui, Grancher, pardon. GRANCHER. Merci. Très inspirant ton ambition. Merci. Travail. Ouais, typiquement, par rapport à ça, Arnaud, tu sais, il y a une initiative qui se monte pour faire des capsules vidéo d'initiatives en fait, résumées en 3-4 minutes, des initiatives au sein de l'APM qui peuvent inspirer, qui sont tout ça. Et je suis sûre que, si tu serais d'accord, c'est Chris Lunch qui s'occupe de ça et je pense que ça serait génial. Chris Lunch, je le note dans mon compte rendu. On vient de s'équiper d'une GoPro pour justement essayer de faire des vidéos là-dessus. Tout ça prend du temps parce qu'il faut aussi s'allouer du budget temps pour faire les montages, etc. Mais alors Chris Lunch, tu l'écris comment, Hélène? Lunch comme la lunchbox, LUNCH. Mais là, en fait, ça ne te prend rien du tout parce que pour l'instant, c'est à géométrie variable. Évidemment, on peut faire plus, mais ça consiste à t'interviewer 3 minutes en visio et déjà rien qu'à voir ça, c'est super, quoi. Et après, on peut faire plus, bien sûr, s'il y a moyen, mais déjà ça, c'est hyper inspirant. Tu vois, sur la thématique, Arnaud, ils font. Hein, les entrepreneurs APM qui sont en action, ce que tu mets en œuvre, ton expérimentation, ça peut être inspirant pour d'autres. Mais quand vous voulez, et puis je vais essayer d'aller faire un peu de shooting là, dans les semaines qui arrivent avec la GoPro. J'ai essayé de vous poster sur WhatsApp l'autre fois une vidéo, une tentative de vidéo. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est équipé un peu là. Voilà. Donc d'ici le novembre, j'aimerais bien qu'on ait une première petite vidéo avec la GoPro et puis vous présenter un peu tout ça. Mais oui, avec plaisir. Moi, je suis d'accord pour faire une interview de 3-4 minutes. Ouais, tout à fait. Marc, je vais devoir bientôt vous quitter, moi, pour ma part, mais je serais curieuse de savoir. Alors, en fait, moi, vas-y, finis ta phrase quand même. La thématique choisie collectivement pour le mois prochain. Et puis, justement, j'ai pas mal de propositions à vous faire. J'ai pas mal d'intervenants possibles aussi, comme l'a fait Bertrand à l'instant. Notamment, j'ai une personne qui est assez jeune, qui intervient justement sur les forêts comestibles et notamment avec une optique plutôt municipale, territoriale, en agissant sur les communes. Voilà. Sinon, j'ai aussi quelqu'un qui peut intervenir sur les questions de ferme digitale, donc tout ce qui est plateforme numérique.
J'ai aussi quelqu'un qui peut intervenir sur le locavorisme et la souveraineté alimentaire des territoires et du pays aussi, donc à différentes échelles. Et il est assez militant, il est assez connu en Occitanie, puisque ça a été le premier locavore en France qui, pendant un an, a décidé de s'alimenter qu'avec des produits de 100 km autour de chez lui, ou de 50 km, je ne sais plus. Donc, il y a pas mal de possibilités. Il y a aussi les greniers d'abondance. Ce sont deux jeunes aussi que j'ai remarqué qui peuvent intervenir, qui ont fait un beau rapport et qui sont très pertinents dans leur domaine. Voilà, enfin, il y a. Et j'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai aussi quelqu'un qui peut intervenir sur les véganes, mais bon, c'est peut-être pas aussi intéressant que. Je sais pas, donc c'est voilà, quelques tours de piste. Maintenant, je suis aussi ouvert si vous avez des gens qui peuvent intervenir, n'hésitez pas à me les envoyer ou à m'indiquer des noms. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire comme on l'a fait aujourd'hui. Je pense que la formule était pas mal. Une intervention assez synthétique et pertinente comme l'a fait Bertrand, puis des questions et puis un échange riche, quoi. D'accord. C'était vraiment top en tout cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu peux résumer donc, Marc, c'est la ferme digitale. Alors, il y a les fermes digitales, il y a aussi la plus grande forêt comestible d'Europe qui se trouve dans les Landes. Ça s'appelle la forêt de Higas, Higas. C'est un gros projet. Je vous invite à aller le voir sur le net aussi. Forêt de Higas, vous pourrez voir. Et donc, ça pourrait être, puisque à la fois Arnaud et Mathieu sont dans cette optique, et je ne vous cache pas que moi aussi, puisque ici, il y a beaucoup de terres qui sont potentiellement à reprendre, et ça me plairait bien de me lancer dans quelque chose qui soit un mix entre ce que fait Mathieu et ce que propose Arnaud. Donc, je vais probablement avec Mathieu, on doit se revoir, mais avec Arnaud, on va s'appeler, parce qu'il y a plein de synergies possibles. Maintenant, je ne veux pas non plus focaliser ça là-dessus, mais il peut y avoir plein d'autres sujets. Hein. Je ne sais pas si Olivier et les deux Hélène, parce que Hélène, on t'a pas beaucoup entendu, Hélène, qui est à Quimper. Oui, non, désolé, j'ai la crève en plus, donc j'ai un peu le cerveau dans le brouillard. Moi, j'ai atterri ici un peu grâce à Chris, puisque c'est systémique tout ça, puisque la PM nous faisait nous mettre dans des groupes de codev. Et Chris m'a dit, oh, mais Hélène, il faut à tout prix que tu viennes à ce groupement-là. Et donc, quand j'étais venue à la première, après, vous avez dispatché par thème. Et je me suis dit, bon, les autres thèmes, moi, je n'ai pas une entreprise dans un thème très marqué, en tous les cas, des sujets qui étaient proposés. Et je me suis dit, l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, notamment depuis 2 ans où j'ai acheté une maison et que je me sers de mon jardin comme un terrain d'expérimentation et pour planter, pour voir aussi comment… mais, du coup, je me sens vraiment à une toute petite échelle par rapport à tout ce que vous dites. Mais c'était voir la vie de plus près. Voilà. Et donc, mon jardin, en fait, je l'ai vu super évoluer, voir des trucs que je n'avais plus vus depuis longtemps et qui me sont revenus de mon enfance. Et même, ça peut paraître un peu bête, mais des vers de terre, quoi. Voilà. D'avoir plein de vers de terre dans mon jardin, je m'étais dit, mais c'est bizarre, parce que gamine, je me souviens qu'on jouait avec ça. Et puis, ça faisait des années que j'en avais pas vu. Et puis là, je vois plein d'oiseaux dans mon jardin qui viennent picorer ma pelouse, qui viennent… Puis je me dis, mais c'est génial d'avoir autant de vie. Je n'avais pas vu de papillons depuis si longtemps. Enfin, voilà, donc c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, déjà, de passer par une conscience. Et puis, par le partage, on en a discuté un peu sur le groupe WhatsApp. Moi, j'ai une forme de curiosité aussi de ce qui se fait ailleurs et comment on pourrait l'amener. On en a parlé, par exemple, de l'artémisia, puisque j'ai une copine qui vit 8 mois de l'année en Afrique et qui est revenue avec plein de plantes. Et elle m'a dit, Hélène, essaye, quoi, plante ça dans ton jardin. Moi, donc, j'ai planté du quinquiliba, de l'artémisia, et ça pousse, en fait. Et on peut se faire des super tisanes. Du coup, ça m'a amené à rencontrer un gars, j'en ai parlé avec Arnaud sur le chat, qui ici cultive près de la mer
plein de plantes et il fait des tisanes qu'il vend dans les biocoop ou sur le marché. Et voilà, en fait, moi, je lui ai filé des plantes de quinquiliba qu'il n'avait pas. Lui, il me file de l'origan de Syrie. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment par rapport à ce qu'a dit notre intervenant, ça fait très petit, hein, mais si déjà on sème justement à notre petite échelle et qu'on partage et qu'on distribue notre connaissance, bah déjà, ça fait évoluer notre conscience et voilà, enfin, c'est de la vie, quoi. Voilà. Voilà mon petit. Et puis, je voulais juste rajouter un truc, peut-être un intervenant. Je ne sais pas du tout ce qu'il intervient, mais que j'ai découvert et j'ai envie de lui acheter ses graines. On en a parlé, je crois que tu le connais, Marc. C'est Pascal. Alors, je ne dirai pas le nom, je pense. C'est Pout, P-O-O-T, le potager de santé, et donc qui a adapté depuis des années des graines pour que les graines se défendent elles-mêmes. Et donc, il a commencé en plantant. Les graines ont évolué, il a eu de la perte, il a gardé les graines les plus solides qui se sont consolidées au fur et à mesure du temps. Et on n'aurait pas parié 2 centimes sur son exploitation. Et aujourd'hui, il y a plein de chercheurs qui viennent voir là où il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, ça, je pense que ce sera un gars super intéressant aussi. Bon, il est original hein, dans son genre, mais je ne sais pas s'il intervient comme ça. Pour rebondir sur la notion des graines et d'être dans la tradition des experts APM, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant, c'est de comprendre le monde des grainetiers aujourd'hui, ne serait-ce que comment ça fonctionne en France. Je ne sais pas si on a ça dans le réseau APM, mais ce serait parce que moi, c'est une des choses que je cherche, un grainetier, par exemple. Bah lui, Arnaud, il faudrait que tu t'en rapproches, hein, parce que ça s'appelle le potagerdesanté.com. Et sur YouTube, tout ça, tu vois des vidéos de ce gars-là, Pascal, P-O-O-T. Je vais mettre dans... Ouais, je vais regarder. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, est-ce qu'on a des gens qui seraient capables de nous expliquer comment fonctionne ce monde des grainetiers aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose, il y a beaucoup de contraintes. On ne fait pas n'importe quoi avec les graines. Si on ne met pas des graines qui sont dans le bon livre, on n'a pas le droit de vendre, etc., etc. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment comprendre. Ça. Ok, ben, si on trouve quelqu'un, peut-être là, celui que tu as cité, Hélène. Qu'est-ce qu'il y a derrière Cocopelli? Il y a un expert là que moi j'ai programmé pour. Attends, je vais vous donner le nom et il est là-dessus. Juste 2 petites secondes que je regarde. J'ai Florian. Alors, j'en C'est un profite tout nouveau expert. Comment tu dis? C'est un nouvel expert. C'est pas service? C'est Damien Deville. Et son expertise, c'est justement par rapport aux plantes, la ville. Damien Deville. Ok. Alors, il y avait aussi un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le groupe WhatsApp, en fait, comment il fonctionne et les sujets qu'on y aborde. Donc, moi mon souci, c'était d'éviter de le saturer d'informations parce qu'en fait, il y en a énormément. Donc, je me suis volontairement restreint sur les infos que je peux envoyer. Et j'invite enfin, je sais pas, je voulais avoir plutôt votre avis là-dessus pour faire peut-être un petit tour de table pour savoir quel est l'enjeu, quel est l'usage qu'on peut faire de ce groupe WhatsApp, hormis le fait de proposer des réunions tous les mois, et puis de vous alimenter en sujet. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que moi, t'interromps, Marc, mais il faut que je vous laisse. J'ai une obligation personnelle. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci. À bientôt. À bientôt. Yann. Salut. Oui, donc si on peut faire un tout petit tour rapidement sur cette question-là, voilà, en sachant que moi, mon souci, c'est parce que les groupes WhatsApp, quand il commence à y avoir trop d'informations, on n'a plus le temps d'y aller. Et donc, ça peut, voilà, c'est juste une… C'est-à-dire trop d'informations, en fait. En fait,
le risque, c'est de privilégier la quantité à la qualité et donc de pas être peut-être de se connaître suffisamment pas assez et donc de balancer des informations qui peuvent ou ne peuvent intéresser comme elles peuvent ne pas intéresser. Donc, mais c'est une question que je pose en fait. Voilà, donc est-ce que on le laisse libre et puis chacun y met ce qu'il souhaite, ou est-ce qu'on met quelques petites règles pour, enfin des règles, c'est beaucoup dire, mais voilà, moi j'aurais tendance à vous inviter à être libre déjà dans ce que vous avez envie d'y mettre, mais avec moi en tout cas mon souci c'est d'essayer de vraiment de mettre des choses qualitatives quoi, on va dire. Mais bon, après c'est chacun quoi qualitatif dans le sens de l'intérêt, tu vois? En fait c'est des informations qui peuvent être stratégiques on va dire ou étonnantes ou qui peuvent nous faire évoluer dans nos représentations, dans nos idées, dans nos croyances. Voilà, mais maintenant, j'ai bien conscience qu'on est tous aussi avec des centres d'intérêt relativement… alors, certes, il y a un tronc commun, mais il y a des intérêts différents, il y a des niveaux de compétences et de connaissances différents aussi. Donc, c'était juste voilà, une petite aparté sur cette question-là, quoi. Mais bon, pour l'instant, je dois dire que voilà, il y a eu relativement peu pour l'instant d'échanges sur ce groupe WhatsApp. Hein. Bah, moi, je me suis restreint parce que j'avais des choses à partager, mais justement, je n'avais pas envie de noyer les gens. Et en fait, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-mesure, ce sera on-off, quoi. Soit c'est un site où les gens postent, et ils posteront et ça fera comme certains canaux que j'ai où il y a beaucoup de messages. Soit c'est un site d'échange d'informations très terre à terre sur la prochaine réunion ou des choses assez personnelles. Tiens, j'ai fait ça. Mais je pense pas qu'on puisse avoir un entre-deux en fait. Voilà. C'est très difficile à réguler, hein, ce genre de… Ouais. Mais moi, je crois qu'on s'auto-régulera les uns les autres en fonction des réactions à nos messages, par exemple. D'accord, ouais. Tu vois qu'un sujet que tu amènes, si personne répond, c'est pas pour te faire de la peine, mais c'est que ça les intéresse pas. Quoi. Moi, je serais pas aussi dure que toi. Hein. Je pense que des fois, on répond pas parce que juste dire oh, génial, bon ben. Aussi, oui. Mais moi, je suis personnellement très partante de lire ce que vous avez à mettre sur tout ce qui est info que vous considérez intéressante sur le sujet. Et les échanges de ce soir m'ont beaucoup intéressée, donc je suis très confiante sur la qualité des échanges. Ouais. Ne vous censurez pas. Moi, ce que je trouve, tu vois, par rapport à ça, mais je parle perso des groupes WhatsApp où souvent je me désinscris des groupes WhatsApp parce que ce qui me gave, c'est de voir des pouces, des smileys, des machins. Tu vois, ça me pollue par contre, perso. Mais que quelqu'un me mette des infos et je vais voir, si ça ne me dit pas, bon, bah, j'arrête, tu vois. C'est presque… C'est la toi, tu veux plus du contenu que de la réaction, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, enfin, je ne suis pas contre la réaction non plus, mais si ça se transforme en papote, du coup, c'est trop, quoi. Je parle pour moi, hein, mais parce que du coup, j'ai noyé l'information utile avec plein de superficiel. Par contre, que quelqu'un ait testé un truc et dit, bah, moi, j'ai testé ça et ça a fonctionné, ça m'intéresse. Le retour, le feedback, oui, mais le truc trop… où ça devient… En fait, là, pour compléter ce que tu dis, moi, je pense que peut-être la chose qu'on pourrait être à même de faire, c'est de dire, on met quelque chose qui nous paraît intéressant et on dit pourquoi on le met, tout simplement. Une ou deux phrases maxi, quoi. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sait si j'ai envie de cliquer ou pas, et les deux phrases ou la phrase que la personne met m'indique, en tout cas, si j'ai envie d'y aller ou pas, quoi. Ouais. C'est simplement une petite hygiène qui nous oblige à penser à ce qu'on met et pourquoi on le met. Ah tiens, d'ailleurs, ça en une phrase, quoi. Voilà. Ça me fait penser sur les experts. Je pense qu'on commence à en trouver maintenant sur… je crois que je t'avais déjà dit, ça marque… on manque d'informations un petit peu et
et encore plus pour les agriculteurs, sur les pratiques de semis sous ou sur couvert. Ah oui. Ouais. Ouais. Et j'avais tenté de vous partager, je ne sais pas si ça a été bien publié, une vidéo, bon, le son n'était pas top, mais d'un précurseur, c'est Lucien Segui, qui travaille sur ces problématiques depuis les années 80, à Madagascar notamment, où les rizières, il les a fait passer de 400 kilos hectares, maximum 1 tonne, avec irrigation et engrais, sans irrigation, sans engrais, à 5 tonnes l'hectare. Voilà, j'avais posté ça là. Et donc lui est un immense expert des cultures sur couvert. Bon, mais il est, je pense, jamais en France. Peut-être qu'on peut trouver quelqu'un d'autre, mais ouais, ça, je pense que c'est pour les systèmes de demain, c'est se nourrir demain, donc l'agriculture demain. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Tu pourras nous mettre en WhatsApp le lien? Je l'ai déjà fait en fait, mais dès que je suis arrivé il y a quelques jours de ça, non, je ne l'ai pas fait. Il me semblait que je l'avais fait. Mais la vidéo était pas ouf. Si, je l'ai fait juste avant l'Artémisiade. Oui, je l'ai, moi. Voilà. Arnaud. Lucien Segui, le semi-direct en zone tropicale. Voilà. Alors, le son n'est pas extraordinaire et on est vraiment sur le terrain à Madagascar, mais ce qu'il décrit, la manière dont il travaille, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, c'est aussi parce que j'ai regardé tellement de choses que je fais des liens avec le reste. Hein. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser sur le non-travail total du sol, par exemple. Bon, mes amis, je vais aussi vous abandonner. Et merci Antoine. Une bonne soirée. Merci. À bientôt Merci. Marc, à bientôt. À bientôt. Ouais. À bientôt Antoine. Arnaud, je viens de t'envoyer sur ton mail une copie d'écran en fait, donc avec les coordonnées de Chris Lunch. D'accord, ah bah c'est sympa, top, excellent. Je vais le rajouter. Donc à mon mail Abscis, c'est ça? Ça doit être celui-là. Hein. Ouais, oui, en fait, j'ai tapé ton nom dans l'APM et c'est le mail que tu as renseigné sur la plateforme APM. Voilà. Ah, merci Mathieu. Et j'ai fait une copie d'écran, alors c'est pas dynamique en fait, mais tu auras les coordonnées de Chris dessus. Ouais, ça y est, j'ai reçu. Moi, je lui parle tout le temps à Chris, je vais lui dire de t'appeler. D'accord. Je vais devenir un homme occupé. Hein. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Il faut que tu nous montres le résultat de ta GoPro là. Ouais, il faut qu'on s'y attaque un peu plus là, c'est sûr. Je l'ai reçu la semaine dernière. Et bon,